Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le monde de Fred CPO. C'est ce garde du corps britannique dont on a pas mal entendu parler, non? Oui, bonjour. Exactement, surtout connu pour quelques interventions musclées qui sont devenues virales sur le net. Voilà, et pour comprendre un peu mieux qui il est, on va décortiquer un entretien vidéo qu'il a donné, qu'on a trouvé sur YouTube. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de ces images choc, comprendre son parcours, comment il est arrivé là. Sa vision de la violence, de la sécurité aussi, j'imagine. Tout à fait. Et puis, ses expériences personnelles, il en raconte des assez dures. Son passé de videur aussi. Et il y a aussi ses opinions. Il n'a pas la langue dans sa poche, sur la société britannique, l'immigration, la politique. Non, c'est clair. C'est assez direct. Donc voilà, on va essayer de démêler tout ça, de voir ce qui ressort de cet entretien. Alors, commençons peut-être par ses débuts en tant que garde du corps. Il a beaucoup travaillé avec Charlie Veitch, c'est ça? Oui, c'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître dans ce rôle. D'après ce qu'il raconte, leur rencontre, ça remonte au militantisme. Ah oui? Quel genre? Fred collait des autocollants anti-socialistes ou anti-communistes à Manchester. Il se serait connu comme ça. D'accord. Il traînait déjà un peu dans les mêmes coins, apparemment, avec des intérêts communs, genre Alex Jones, ce genre de truc. Et comment ça passe d'une relation amicale à un job de garde du corps? C'est le harcèlement constant que subissait Veitch qui a tout changé. Surtout à Manchester. Fred décrit une situation où Veitch ne pouvait littéralement pas faire 2 pas sans se faire alpaguer, insulter, voire agresser. Ah oui, quand même. Donc, la présence de Fred est devenue nécessaire pour que Veitch puisse avoir une vie à peu près normale. Protection rapprochée, gestion des incidents constants. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses vidéos. La claque, le coup de coude, le combo coup de pied, claque. Lui, il dit que c'est toujours de la défense. C'est sa ligne, oui. Il insiste là-dessus. Prenons l'histoire du coup de coude qu'il appelle Elbow Boy. Ouais. Il décrit une première altercation, une bousculade. Le type revient, se sentant humilié, selon Fred, et s'approche d'une manière qu'il juge menaçante. Et là, paf, le coup de coude part. D'accord, il mentionne l'origine du gars, non? Égyptien? Oui, il dit ça selon ses infos. Bon, c'est un détail dans le récit de l'action elle-même. Et l'autre incident, le kick-slap combo qui a aussi beaucoup tourné, sa logique derrière ça? Alors là, il explique que le type s'est approché très vite, la main dans la poche. Pour lui, signal d'alerte maximal, risque de couteau. Logique, oui. Donc sa réaction, c'est ce coup de pied direct au corps. Le but, c'est pas juste de faire mal, c'est de neutraliser et, il insiste à là-dessus, de démoraliser. Démoralisé? Hmm. Comment ça? Il explique qu'une douleur très vive et soudaine au foie ou aux côtes, c'est quelque chose d'inhabituel, d'incapacitant pour quelqu'un qui n'est pas entraîné à encaisser. Ça crée une surprise, une panique, qui coupe l'envie d'attaquer. Une sorte de choc tactique. Exactement. Et juste après, il se barre vite. Pas question de rester pour voir la suite ou d'envenimer les choses. C'est très pragmatique. Oui, ça définit bien son approche de la sécurité, on dirait. Très préventive, même dans la confrontation. Tout à fait. Il parle beaucoup de l'importance du regard, du contact visuel pour montrer qu'on a repéré un danger potentiel, pour dissuader avant même que ça dégénère. Et son expérience de videur doit l'aider pour ça, pour lire les situations? Énormément. Il dit qu'il a appris à lire les foules, à repérer les comportements à risque. Souvent, dit-il, c'est plus des réactions émotives, opportunistes, que des plans bien calculés. Mais il reste lucide, il dit bien qu'il n'est pas invulnérable. Intéressant. Et sa relation avec la police locale, la GMP à Manchester, comment ça se passe? Alors, il décrit des contacts plutôt positifs avec les agents sur le terrain. Son analyse, c'est qu'ils voient les mêmes problèmes que lui, les mêmes incivilités, mais qu'ils sont pieds et poings liés par la hiérarchie, les procédures. Il sent une différence entre la base et le sommet? Mais il perçoit une politisation qui augmente en montant dans les hiérarchies. Il va même jusqu'à dire qu'il a reçu des petits signes d'encouragement, des poignées de main discrètes de certains flics. Il parle aussi d'un truc qui le marque à Manchester, les gens masqués en pleine rue avec des balaclavas. Oui, ça l'interpelle. Il suggère qu'il y a une sorte de tolérance de la police, peut-être par manque de moyens, c'est vu comme un petit délit. Ou peut-être par sensibilité politique. C'est ce qu'il sous-entend aussi, oui. Il fait le parallèle avec la question du voile intégral en disant que si on appliquait la loi strictement sur les visages couverts, ça poserait d'autres problèmes. Mais pour lui, voir des balaclavas partout, alors qu'avant c'était le signe d'un braquage, c'est un symptôme de dégradation. Et malgré tout ce contexte, il dit ne pas avoir peur. Comment il explique ça? C'est une forme de désensibilisation selon lui. Il raconte qu'il s'est fait harceler quand il était jeune, à cause de ses cheveux longs, dans le milieu métal. Il a vécu tellement de confrontations qu'il est en quelque sorte habitué.
Le calme comme une arme. Un peu ça, oui. Il pense que son calme apparent peut déstabiliser un agresseur potentiel. C'est devenu une seconde nature pour lui de gérer la tension. Ce vécu, ça nous amène à son parcours perso. Les arts martiaux, c'est central chez lui, non? Ah oui, complètement. Au début, c'était l'intérêt un peu classique gamin. Les Power Rangers, les films de kung-fu. Le truc habituel. Voilà. Mais le vrai déclic, la motivation profonde, ça vient d'une agression très violente qu'il a subie vers 15 ou 16 ans. Ah, Il raconte qu'il s'est fait attaquer par un groupe, près d'une mosquée. Ils lui ont fait un fishhooking. c'est quoi ça? C'est une technique horrible où on met les doigts dans la bouche de la victime pour tirer sur la joue. Très brutale. Et il ajoute que la police, appelée sur place, n'aurait rien fait. D'accord. Et c'est ça qui l'a poussé à s'entraîner sérieusement? Exactement. C'est là qu'il s'est mis à fond. Taekwondo, puis Hung Gar, un style de kung-fu, et enfin le MMA à Manchester. Son but était clair. Plus jamais me faire défoncer comme ça. Donc la force physique, mais il semble y avoir plus, une sorte de philosophie derrière. Quels sont ses principes? Oui, il met en avant plusieurs choses. L'honnêteté d'abord, dire ce qu'on pense même si ça dérange. Le respect aussi dans la façon de traiter les gens. Et l'humilité. Ça peut paraître paradoxal. Tu réalises vite qu'il y a toujours plus fort que toi. Il se décrit aussi comme quelqu'un de curieux des autres. Et puis il y a sa vision de la masculinité. C'est-à-dire? Pour lui, c'est la force, oui, mais alliée à la gentillesse. C'est d'être capable de défendre ce qui est juste sans avoir à s'excuser d'être fort ou compétent. Il mentionne aussi avoir un léger diagnostic d'autisme. Comment il vit ça? Il en parle assez simplement, sans en faire un drame. Il évoque cette théorie du cerveau masculin extrême. Il est assez critique sur la tendance actuelle à, selon lui, pathologiser des comportements masculins normaux. Genre, un gamin qui s'ennuie à l'école, hop, TDAH. Il fait un lien avec la conformité sociale aussi, non? L'expérience de H? Oui, c'est intéressant. Il utilise ça pour souligner l'importance de dire ce qu'on pense être vrai, même si tout le groupe dit le contraire. Pour lui, c'est essentiel. Au final, il se voit comme juste un homme, parfois un peu direct ou maladroit, peut-être, mais authentique. Et sa philosophie sur la violence elle-même, au fond, quelle place ça a? Pour lui, c'est une capacité fondamentale, nécessaire pour l'autodéfense. Il cite pas directement Mao, mais l'idée est là. Le pouvoir vient de la capacité à utiliser la force. Il rappelle que l'État a normalement le monopole de la violence légitime. Donc il faut être capable de violence pour ne pas en être victime. C'est sa thèse, oui. Il faut être capable de faire de mauvaises choses, c'est-à-dire se défendre efficacement, pour ne pas être une proie facile face à ceux qui n'hésitent pas. Son conseil est très pragmatique pour ceux qui ont peur. Trouver un bon club de boxe. Ou d'arts martiaux, oui, mais avec du sparring réaliste. Il fait une comparaison assez parlante. C'est comme apprendre à nager. Tu n'apprends pas à nager pour aller chercher les ennuis dans l'eau, mais pour ne pas te noyer si tu tombes dedans. C'est une image forte, mais l'entretien aborde aussi des choses vraiment sombres, des traumatismes. Cet enlèvement? Oui, c'est sans doute le passage le plus dur de son récit. Il raconte que ça s'est passé alors qu'il essayait d'aider un ami qui avait des problèmes avec d'autres types à North Manchester. Il s'est retrouvé pris dans une histoire qui n'était pas la sienne. Un peu ça. Il dit qu'il a été suivi par une camionnette, puis enlevé par 5 ou 6 hommes masqués. Il décrit une scène de terreur pure. Un pistolet sur la tempe, un vieux revolver selon lui, des coups, avec un point américain. Et il voulait des informations sur son ami? Oui, il le torturait pour savoir où était cet ami, qu'il voulait apparemment tuer. C'est à ce moment-là qu'il dit avoir été poignardé. Poignardé? Oui, 4 fois, d'après son récit. 2 fois dans la fesse, 2 fois tout près de l'anus. Des blessures graves. Comment il s'en est sorti? Il dit qu'il a réussi à les embrouiller, à minimiser son rôle. Il se serait fait passer pour un simple client qui achetait de l'herbe à cet ami, un étudiant paumé. Apparemment, ça a marché. Incroyable. Et après? Il raconte avoir réussi à partir, puis avoir cherché de l'aide. Des voisins chrétiens, dit-il avec ironie, lui auraient fermé la porte au nez. Finalement, des passants l'ont aidé. Hôpital, soins anticoagulants. Et il dit n'avoir rien lâché sur son ami? C'est ce qu'il affirme, oui. Malgré la peur panique, il ajoute que cet ami est mort plus tard, par suicide. Et concernant ses agresseurs, il dit ne pas avoir cherché de vengeance personnelle directe, mais il glisse que des choses leur sont arrivées. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est glaçant. Et il fait un lien assez surprenant entre sa capacité à gérer ce traumatisme et sa consommation passée de drogues psychédéliques. Oui, c'est un des aspects les plus inattendus de l'entretien. Il parle d'avoir pris beaucoup d'LSD, de champignons, de DMT quand il avait une vingtaine d'années. Avec des bonnes et des mauvaises expériences, j'imagine. Exactement. Des bad trips très intenses. Et son argument, c'est que ces expériences négatives l'ont en quelque sorte blindé psychologiquement. Comment ça? Il a cette phrase choc
personne ne peut te torturer plus durement que toi-même sous acide. Pour lui, cette désensibilisation au stress extrême, à la torture mentale auto-infligée, l'aurait aidé à ne pas craquer complètement pendant l'enlèvement. C'est une théorie assez extrême. Oui, et il met quand même en garde. Il dit que l'acide, ça peut très mal tourner, très vite. Faut pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, l'intervieweur rebondit là-dessus. Il partage lui aussi avoir vécu des trucs limites, avoir été poignardé, avoir pris de l'acide. Ça crée un moment d'échange assez particulier. Avant d'être garde du corps, il a donc été videur. La transition est intéressante. Il faisait quoi avant? Il était charity mugger, collecteur de fonds dans la rue pour des œuvres caritatives. Un boulot qu'il décrit maintenant comme une arnaque, d'ailleurs. Et il voit un lien entre les deux jobs? Oui, la compétence de persuasion. Avant, il fallait convaincre les gens de faire quelque chose, donner de l'argent. Comme videur, il fallait les convaincre de ne pas faire quelque chose, genre chercher la bagarre. C'est assez ironique parce qu'il avoue qu'à l'époque, jeune métalleux, il détestait les videurs, il se battait souvent avec eux. Où est-ce qu'il a bossé comme videur? Surtout à Manchester, dans des endroits comme Dean's Gate Locks, et aussi à Wilslow. Wilslow. C'est plutôt chic, non? Oui, et c'est ça qui le surprenait. Il dit que c'était étonnamment violent. Son explication, c'est que c'était une sorte de terrain neutre où des groupes de dealers ou autres venaient régler leurs comptes, loin de chez eux, donc avec moins de retenue. Et son style comme videur? Plutôt diplomate ou rentre-dedans? Il dit qu'il privilégie toujours la parole en premier. Mais, et c'est là où c'est Fred CPO, il ajoute qu'il ne fuit pas la confrontation et même qu'il aime ça. Il aime ça. C'est ce qu'il dit. Pas une question de bravoure, juste qu'il y trouve une forme d'adrénaline peut-être. Il dit être complètement blasé des menaces habituelles. Je vais te buter, je vais chercher mes potes. Ça glisse sur lui. Mais il critique certains collègues, non? Oui, ceux qui deviennent agressifs gratuitement, souvent par fatigue ou par ras-le-bol. Il pointe du doigt le problème des videurs qui cumulent un boulot de jour et les portent la nuit. L'épuisement mène à l'agressivité selon lui. Il trouve quand même des bons côtés à ce métier. Ah oui, l'environnement masculin, le respect mutuel qu'il juge indispensable pour que tout le monde s'en sorte en sécurité, le statut social que ça donne, le calmant, et surtout la camaraderie. Les liens créés dans l'adversité. Exactement. Il insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance pour les hommes de se soutenir, de se construire mutuellement. Il oppose ça au manque de respect ou d'autorité qu'il voit dans d'autres boulots masculins. C'est là qu'il développe son idée sur les meilleures personnes. C'est-à-dire? Pour lui, les gens les plus valables sont souvent ceux qui sont directs, honnêtes, quitte à passer pour des connards. Il cite Trump comme exemple de cette franchise brute qu'il semble apprécier. Passons maintenant à ses opinions sociales et politiques. Elles sont très présentes dans l'entretien. Son histoire personnelle est déjà un sacré mélange. C'est le moins qu'on puisse dire. Mère sud-africaine d'origine irlandaise, famille de Belfast, grand-père marin pendant la guerre, père banquier international, polyglotte, aisé. Lui, il a navigué entre les cités HLM, sa mère était gardienne de prison, et des milieux plus privilégiés. Parcours scolaire compliqué aussi, hein? Chaotique, oui. Viré de toutes les écoles, même d'un pensionnat après avoir menacé la femme du directeur apparemment. Passage en unité pour élèves exclus. Et très tôt, il baigne dans les théories du complot, via un prof, puis Alex Jones, le 11 septembre, un cocktail assez unique. Et politiquement, comment il se situe? Il reprend le vieux dicton, « Si tu n'es pas de gauche à 20 ans, tu n'as pas de cœur. Si tu n'es pas de droite à 40, tu n'es pas de cerveau. » Un classique. Oui. Il critique ce qu'il perçoit comme les idéologies de gauche, les trouvant séduisantes pour les jeunes ou les personnes en position de faiblesse, mais cachant souvent, selon lui, un intérêt personnel sous un vernis d'égalitarisme. Sa vision de la société britannique actuelle est, disons, pessimiste. Très pessimiste, oui. Il fait un parallèle assez osé avec l'éclatement de la Yougoslavie. Ah oui, comment ça? Son idée, c'est que les tensions ethniques sont gérables tant qu'il y a assez de ressources pour tout le monde. Mais si la situation économique se dégrade, il pense que ça explosera. Il affirme qu'en cas de crise, les gens se replieront naturellement sur leur propre groupe, famille, communauté, ethnie. « Je choisirai toujours mon enfant », dit-il. Et donc, il critique le multiculturalisme? Oui, tel qu'il est mis en œuvre selon lui. Il le voit comme conflictuel par nature, parce qu'il met en concurrence des groupes différents sur un même territoire. Il a une certaine nostalgie des années 90. Pourquoi les années 90? Il les voit comme une époque où l'immigration était à une échelle qui permettait l'intégration, l'échange culturel, sans submerger l'identité locale, et où il y avait plus de respect mutuel. Aujourd'hui, son sentiment, c'est que le Royaume-Uni tombe les escaliers volontairement, qu'il s'autodétruit. Sur l'immigration elle-même, ses propos sont encore plus directs et clairement controversés. Oui, il faut le souligner.
Il critique ce qu'il appelle la qualité de l'immigration actuelle, disant que ce ne sont pas les meilleurs et les plus brillants qui arrivent. Il va jusqu'à parler d'une supposée arrogance de certains migrants qui afficheraient les aides sociales reçues en disant « Fuck you England ». Ce sont des affirmations très fortes. Très forte et qui relève de son opinion personnelle, basée sur ses observations ou ses sources, mais qu'on rapporte ici telle quelle. Il évoque même la théorie « problème-réaction-solution » pour expliquer ce qu'il perçoit comme une décomposition organisée du pays. Il n'épargne personne d'ailleurs. Il critique aussi les locaux qui emploient des sans-papiers pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Eux aussi sont partie du problème, selon lui. Il a aussi un avis sur les manifestations de rue, surtout celles qu'il associe à la gauche. Oui, il les voit comme l'œuvre d'une minorité très bien organisée, très mobile, toujours les mêmes têtes, les mêmes pancartes, qui se déplacent pour contrer les manifs adverses. Et pourquoi cette disponibilité, selon lui? Il suggère qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Pas d'enfants, pas de boulot prenant, ça leur laisserait le temps. Il doute aussi de la sincérité de leur motivation. Pour lui, c'est plus une question d'ego, de se sentir bien, d'avoir un sentiment de pouvoir, que d'une réelle conviction. Il prend l'exemple de la cause palestinienne. Même un parti comme Reform UK, qui est souvent vu comme très à droite sur l'immigration, ne trouve pas grâce à ses yeux. Non, il est sceptique. Il doute qu'ils aient vraiment l'intention de renvoyer les migrants une fois au pouvoir. Il les accuse d'être dans une spirale de pureté. C'est-à-dire? De chercher à tout prix à être respectables aux yeux des médias traditionnels, comme la BBC, quitte à renier leur base populaire, ouvrière. Il cite l'exemple de Nigel Farage, qui a pris ses distances avec Tommy Robinson, alors que ce dernier l'avait soutenu au début. Les partisans de Robinson auraient hué Farage. Ta logique, c'est quoi alors? C'est régler le problème le plus grave d'abord. Une citation d'un de ses coachs apparemment. Avant de se chamailler sur des points de doctrine, il faudrait s'occuper de ce qu'il voit comme la menace principale. Il appelle à une sorte d'unité patriotique, citant Jonathan Bowden, « Le seul vrai socialisme, c'est le patriotisme ». Des références assez marquées donc. On a bien vu le côté professionnel, personnel, politique. Il y a aussi cette anecdote sur la scène métal. Oui, c'est intéressant. Il souligne un paradoxe. Une musique très agressive, très masculine en apparence, mais une communauté qu'il décrit comme majoritairement woke, très à gauche et très prompte à juger ce qui est acceptable ou non. Il s'est fait annuler, comme on dit? C'est ce qu'il raconte, oui. À cause d'une vieille photo de lui avec Tommy Robinson qui a refait surface. Pour lui, c'est un exemple de cette pression à la conformité idéologique qu'il dénonce. Il parle aussi un peu de l'Allemagne, de Francfort. Oui, brièvement. Il décrit les Allemands comme plus autoritaires, plus prompts à intervenir dans les affaires des autres. Il a été frappé par le contraste. À Francfort, d'un côté, le quartier financier, très propre, très Patrick Batman, et juste à côté, des rues où la consommation de crack est ouvertement tolérée par la police, ce qui ne serait pas le cas au Royaume-Uni selon lui. Une forme d'hypocrisie qui l'a marqué. Il dit d'ailleurs avoir eu besoin de sécurité en Europe de l'Ouest, mais pas dans d'autres endroits du monde comme le Pakistan, car les gens seraient moins antisociaux et interventionnistes en Europe de l'Ouest. C'est assez contre-intuitif. Donc, pour résumer cet entretien, on a affaire à une personnalité vraiment complexe. Un homme façonné par la violence subie et exercée, que ce soit professionnellement ou en autodéfense. Absolument. Les arts martiaux sont centraux, mais aussi ces traumatismes très lourds, cet enlèvement, cette agression, tout ça mélangé à un parcours de vie vraiment hors norme, donne quelqu'un avec des opinions très arrêtées, souvent polémiques, c'est clair. Mais toujours ancré dans son expérience directe, sur le terrain, c'est ça qui est frappant. C'est exactement ça. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens, qui découle un peu de tout ça. Il semble incarner, ou du moins aspirer, à une figure qu'on pourrait appeler le voyou cultivé. Le cultured thug, comme il dit. Oui, quelqu'un qui allie la force brute, le courage physique face au danger, mais aussi une certaine réflexion, une analyse politique, même si elle est brute de décoffrage. La question c'est, est-ce que c'est une figure pertinente ou même souhaitable aujourd'hui face aux tensions qu'on connaît ? Ou est-ce que cette désensibilisation à la violence et au stress, qu'il présente comme une force, un mécanisme d'adaptation appris à la dure, arts martiaux, drogue, enlèvement, ne risque pas au final de faire perdre une part d'empathie, de sensibilité? Voilà, c'est toute la question de l'équilibre. Entre la force, la résilience nécessaire pour affronter un monde parfois hostile, et la sensibilité, l'empathie, qui sont aussi essentielles. Un équilibre sans doute difficile à trouver. Ça laisse à réfléchir en tout cas.